Barbara Wolfer, est-ce que vous pouvez nous décrire tout simplement le département que vous animez et l'enjeu que ça représente pour Paris? Le département de l'art dans la ville, c'est un service de la direction des affaires culturelles de la mairie de Paris. Et donc nous sommes chargés de mettre en œuvre la politique municipale dans le domaine des arts visuels. Et donc c'est évidemment l'art dans l'espace public dont nous parlons ce soir, mais c'est aussi la gestion de dispositifs d'aide pour les artistes plasticiens, des bourses, des ateliers. C'est aussi un soutien à des structures qui assurent la diffusion de l'art contemporain à Paris, des centres d'art, des festivals. Et puis c'est aussi la gestion d'une collection, le Fonds municipal d'art contemporain. C'est une dénomination assez particulière, donc ce département de l'art dans la ville. Ça marquait vraiment un engagement du précédent maire de Paris, Bertrand Delanoë, d'agir dans l'espace public. Et donc cette dénomination est intervenue à un moment où donc, le maire a créé un comité de l'art dans la ville, justement chargé de contribuer à la réflexion sur que faire dans l'espace public, et qui donc, ce comité est chargé d'émettre un avis sur toutes les propositions d'implantation d'œuvres dans l'espace public, qu'elles soient d'initiative privée ou publique. Et donc ce comité réunit, il est présidé par l'adjoint au maire chargé de la culture, et il réunit à la fois des élus, mais aussi des personnalités du champ de l'art, mais aussi de l'urbanisme, de l'architecture, et donc il mène des réflexions autour de ce... Et personne de la société civile? Il y a aussi un artiste, un architecte, et puis les consultations se font souvent en amont aussi, avec la société civile. J'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Vous me posiez la question des enjeux aussi. Oui, des enjeux, bien sûr. Et quand vous nous décrivez effectivement ce comité, on se demande, est-ce que ça n'est pas un comité de plus? Est-ce que c'est vraiment des gens qui font avancer les choses? Voilà, c'est... Ce sont des gens qui, évidemment, ont beaucoup réfléchi sur la question de l'espace public. Je pense notamment à quelqu'un comme François Barré, à quelqu'un comme Paul Ardenne, que c'était justement Christian Ruby. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur le sujet et qui ont une véritable plus-value quand on a justement à examiner une nouvelle proposition ou justement à engager de nouvelles propositions. Sur les enjeux, alors il y a évidemment un enjeu de démocratisation culturelle, puisque l'idée c'est de mettre l'art à la portée de tous, sans avoir justement à franchir la porte d'un musée. Mais au-delà de ça, je crois que c'est aussi surtout un moyen d'affirmer la place de l'artiste dans la ville. Christian Ruby parlait beaucoup de cet écart qui est extrêmement important. C'est justement de se dire qu'aux côtés des urbanistes, des paysagistes, des architectes qui sont là pour penser la ville, l'artiste a toute sa place pour justement apporter aussi sa réflexion, son imagination, et produire aussi cet écart, on peut dire ce déplacement aussi qui est extrêmement important dans l'espace public. Alors peut-être un mot sur, donc aujourd'hui l'art dans la ville, c'est donc, je le disais tout à l'heure, à la fois des initiatives privées, publiques, spontanées parfois. Ce sont des interventions qui relèvent de différents champs. Ce qu'on peut dire, c'est en tout cas que c'est un domaine ambitieux, exigeant, puisque c'est évidemment une signature dans l'espace public, c'est une prise de risque. Et que donc c'est un domaine assez passionnant. Et forcément pas prioritaire, j'imagine, par les temps que nous vivons. Je ne dirais pas ça, parce qu'il y a quand même eu des moyens importants qui ont été alloués. Je parlerai tout à l'heure justement de l'accompagnement artistique du tramway, et où effectivement ce sont quand même des moyens importants qui sont alloués à ces actions. Alors Barbara, est-ce que l'on peut établir une typologie à travers un certain nombre d'exemples d'interventions artistiques? Alors on peut parler d'intention en termes de typologie, de fonction aussi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors évidemment, au départ, il y a une intention qui peut relever, on a parlé d'hommage, on a parlé d'usage, on peut parler aussi de requalification urbaine, on peut donner à l'artiste un rôle dans ce domaine-là. Et puis il y a aussi simplement de venir mettre un signe dans la ville. Alors ce sont évidemment des intentions de départ, mais qui peuvent ensuite évoluer, être reçues différemment. Et donc venir un petit peu vivre différemment que l'intention de départ. Il n'y a pas d'obligation de la part de l'artiste de requalifier ou d'embellir le site, enfin
l'espace qu'on lui a désigné. Pas forcément. Pas forcément. Il n'y a pas d'obligation là. Non, non. Je vais vous citer quelques exemples. Alors, je vais peut-être commencer par parler de l'hommage, puisque Christian Ruby en a parlé tout à l'heure. L'espace public est avant tout associé en matière d'art public à l'hommage. L'histoire. Exactement. Il a beaucoup parlé de la Troisième République et effectivement de ce qu'on a appelé la statuomanie, c'est-à-dire quelque chose de très normé, un socle, une statue en pied, effectivement pour rendre hommage aux grands hommes. Et on est surpris dans la pratique de constater combien aujourd'hui déjà on a beaucoup de demandes, de sollicitations pour rendre hommage à des figures. Et on est aussi surpris de constater combien souvent les gens associent immédiatement cette demande à un hommage figuratif. Et donc on a effectivement tout un travail à faire pour montrer qu'aujourd'hui il y a d'autres formes aussi et que les artistes sont justement là aussi pour inventer de nouvelles formes. Et je vais vous en donner deux exemples. Alors, je vais prendre plutôt dans mon propos des exemples assez récents, mais là je fais une exception pour une œuvre de Yann Dibetz, qui est un hommage à Arago, qui date de 1994. C'est au départ donc une demande, une initiative de l'association Arago, et auquel la ville de Paris et l'État ont répondu ensemble à travers une commande publique. Et c'est Yann Dibetz qui a remporté le petit concours qui avait été lancé. Et Yann Dibetz donc a proposé, non pas évidemment de figurer l'image d'Arago, mais il a déployé du nord au sud de Paris, de l'avenue de la Porte-Montmartre jusqu'à la cité universitaire, toute une série de médaillons le long du méridien de Paris. Sur ces médaillons, sur ces petits médaillons au sol, est marqué tout simplement Arago, ainsi que donc l'orientation nord-sud. Donc Yann Dibetz a dit à propos de cet hommage qu'il a voulu proposer un monument imaginaire sur le tracé d'une ligne imaginaire, ce qui est très joliment dit par rapport à finalement vouloir rendre un hommage plutôt à l'héritage spirituel d'Arago, plutôt qu'évidemment de montrer sa figure. Et l'œuvre subsiste? L'œuvre subsiste. Autre forme d'hommage, un hommage à Jaurès, cette fois-ci, qui date de 2007 et qui est installé au 35 avenue Jean Jaurès, sur un mur pignon aveugle. Et donc c'est un collectif berlinois, Ingesidé, qui a installé un balcon rouge métallique. Alors le rouge et la forme est une référence et un petit clin d'œil aux folies de Tchoumi du parc de la Villette. Et puis évidemment ce balcon, c'est un peu une prolongation de la sphère privée vers la sphère publique. Évidemment ça renvoie aussi à tout ce rôle des balcons dans les discours politiques. Et donc ça renvoie évidemment à l'importance de Jaurès comme tribun, l'importance du discours dans sa vie. Alors, il y a évidemment un cartel à côté de l'œuvre, et je réponds à Christian Ruby, nous mettons des cartels, nous mettons systématiquement des cartels. Effectivement, parfois, il faut les chercher un petit peu. Là, en l'occurrence, il est en bas de ce mur, mais c'est vrai qu'on peut aussi voir l'œuvre sans savoir que c'est une référence à Jaurès. Et ça peut aussi fonctionner comme une simple incongruité, tout à coup une interrogation sur ce balcon qui finalement ne donne sur rien, le mur est aveugle. Et nous sommes 35 rue Avenue Jean Jaurès, dans le 19e. Et les gens, vous avez remarqué, vous avez observé, les gens lèvent les yeux au ciel, regardent, s'arrêtent? Oui, pas forcément, ça mais marche. il y en a qui peuvent ne pas du tout la voir, ou peut-être passer devant pendant un certain temps et tout à coup la voir. C'est aussi ça un petit peu. Mais ne pas la comprendre pour autant, mais voilà. Se dire, tiens, qu'est-ce que c'est justement? S'arrêter, tout à fait, tout à fait. Alors, autre fonction, là pour le coup, c'est une fonction d'usage. Certaines œuvres ont une fonction d'usage et donc les artistes interviennent aussi sur du mobilier urbain. Alors, un exemple là qui a été mené dans le cadre justement de l'accompagnement artistique du tramway Est, une fontaine d'eau potable proposée par l'artiste Pascal Martine Tailloux à la porte de Montreuil. Et donc c'est un rassemblement de personnages. Alors on peut se dire par rapport à ça que c'est un petit clin d'œil à la fontaine Wallace, même si je ne sais pas si Pascal Martine Tailloux l'a pensé comme ça, en tout cas on peut se le dire. Donc ces personnages renvoient un petit peu à ces statuettes africaines qu'on appelait les colons, habillés comme un médecin, un juge, des figures comme ça de la société. Et de ce petit groupe de personnes sort un point, qui est le point moulé de l'artiste,
et d'où sort effectivement l'eau, et on peut effectivement boire de l'eau à ces fontaines. Évidemment, il y a tout le jeu de mots autour de point d'eau, ça s'appelle donc point d'eau, donc évidemment pas d'eau, le point d'eau, le point d'eau. Et donc c'est une œuvre très intéressante, et Pascal Martin-Tailloux l'a pensé aussi en rapport avec l'idée de migration, puisqu'il a eu à travailler sur le tramway, et il s'est dit, le tramway, c'est évidemment la mobilité. Le flux. Et il était porte de Montreuil, évidemment, il a élargi la notion de migration. Ville malienne, sinon. Exactement, exactement, entre Paris et Montreuil. Et donc, d'ailleurs, le jour de l'installation, beaucoup de gens disaient « Ah, mais c'est pour nous, c'est un cadeau », et c'était une réaction assez fabuleuse. C'était plutôt merci, quoi. Exactement. Ouais. Autre œuvre qu'on pourrait dire à valeur d'usage, l'œuvre d'Alain Bublex. Certains d'entre vous ont peut-être assisté à cette petite leçon au cours de laquelle Alain Bublex a présenté son travail. Donc c'est l'occasion de montrer qu'il a aussi travaillé dans l'espace public, dans le 11e arrondissement pour l'Union fraternelle des métallurgistes. Alors pour le coup, c'est une commande qui a été menée dans le cadre de l'action des nouveaux commanditaires de la Fondation de France, où là, l'initiative revient à un groupe de citoyens. Là, pour le coup, c'était donc un groupe de personnes de l'Union fraternelle des métallurgistes qui souhaitaient qu'une œuvre vienne un petit peu rappeler l'histoire du lieu, puisqu'aujourd'hui, il y a également un équipement culturel, la Maison des Métallos. Et donc, Alain Bublex a pensé ce projet qui s'appelle « Être utile quotidiennement ». Et donc, c'est un système d'éclairage, alors dont la forme renvoie aussi à toute l'histoire industrielle, et qui est donc aussi une œuvre qu'on peut aussi un peu passer à côté, mais aussi se dire, tiens, c'est un éclairage public un peu particulier. Et donc, très belle œuvre également. Je parlais tout à l'heure de fonction de requalification, ou en tout cas d'intention de départ. On peut se dire parfois... et on a un exemple ici, pas très loin d'ici, passage de l'Éclusier, où dans le cadre de l'aménagement des voies sur berge, un petit passage a été ouvert pour permettre le déplacement des piétons depuis le port de l'Arsenal jusqu'à la Seine. Alors cet endroit-là était un endroit assez délaissé, assez difficile. Et donc l'idée, ça a été d'inviter un artiste à proposer une œuvre pour contribuer à changer l'image du site et le rendre beaucoup plus accueillant. Et donc, à l'issue aussi d'un petit concours, c'est Georges Rousse qui a pu proposer son projet. Alors, un projet à la fois très simple et très poétique. En fait, il a créé une anamorphose, comme il travaille habituellement, c'est-à-dire une déformation d'une forme dans l'espace. Donc, cette étoile que vous voyez là, vous ne la voyez de cette manière-là, dans sa forme parfaite, que d'un seul point de vue. Donc, par exemple, quand vous êtes dans le passage, évidemment, vous voyez des morceaux de cette étoile et vous ne vous rendez pas forcément compte que c'est une étoile. Et donc, alors c'est une œuvre assez fragile. On espère qu'elle pourra bien vivre à cet endroit-là. Pour l'instant, on sait que ça se passe bien, mais... Autre exemple où des artistes sont intervenus pour participer à une modification urbaine. On est donc dans le 20e, à proximité de la place Gambetta et du Père-Lachaise, où en fait une voie de circulation a été fermée pour en faire une voie piétonne. Et donc pour finalement participer de cette modification, une œuvre a pu être installée. Alors cette modification va évoluer à l'avenir puisqu'il va y avoir un réaménagement plus complet de la place, mais en tout cas en attendant finalement pour fêter un petit peu le fait que cette voie est rendue aux piétons, on a pu déployer une œuvre qui nous appartenait, qui était donc dans la collection du Fonds municipal d'art contemporain et qui attendait, donc c'était le dispositif qui avait été acquis et on attendait de trouver un lieu pour la déployer. Effectivement, la mairie du 20e nous a permis de déployer cette œuvre. Donc les artistes sont Lang et Baumann et qui donc ont proposé donc ces lignes de couleurs. Alors dans une esthétique très proche des années 70. Et qui vient justement amener de la couleur, amener un côté un petit peu ludique. Et donc finalement, on est souvent dans des zones assez grises, et notamment au sol, dans une ville. Et là, finalement, ils viennent un petit peu réveiller cet espace. Quand on voit ça, on ne sait pas où on est. Hein. Oui. Hein? Parce qu'effectivement, donc les artistes, pour prendre une photo de l'œuvre, sont allés dans l'immeuble et ont demandé aux habitants de l'étage le plus élevé s'ils pouvaient
photographier leur œuvre du dessus. Mais effectivement, on est à côté du Père-Lachaise, place Martin-Nadeau. D'accord. Et donc ça, c'était une œuvre qui était dans vos réserves? Dans nos collections. Dans vos collections. Puisque donc elle existait sous forme de dispositif à déployer, et donc elle est là de manière temporaire, puisque donc on sait très bien que la peinture va finir par s'abîmer à force donc d'être utilisée, piétinée, mais ça fait partie on compte sur une période d'à peu près 18 mois, et donc ensuite à l'avenir évidemment, si on trouve un autre lieu, on pourra la redéployer ailleurs. Alors autre intention parfois d'une œuvre, c'est de constituer finalement un signe, tout simplement une interpellation. Alors je vais citer là une œuvre de Claire Mauger, un vêtement architectural. Alors l'histoire du projet est aussi assez intéressante. C'est une initiative d'un conseil de quartier, le conseil de quartier Sentier Bonne Nouvelle dans le 2e arrondissement, et qui souhaitait en fait consacrer son budget, et même plusieurs années de son budget, à la réalisation d'une œuvre d'art. Et donc, trois artistes ont travaillé à une proposition. Le cahier des charges était assez libre, puisqu'il n'y avait pas de lieu défini à l'avance. Les artistes étaient libres de proposer un lieu et de proposer une œuvre. Et donc, c'est après de nombreuses discussions, présentations, à la fois en conseil de quartier, en conseil d'arrondissement, en comité de l'art dans la ville, c'est le projet de Claire Mauger qui a été choisi. Projet extrêmement intéressant puisqu'elle dialogue avec l'architecture. Elle vient en fait souligner la trame d'un immeuble des années 70 que finalement sans doute plus personne ne voyait. Et donc elle est venue apporter des couleurs. Cette image-là montre finalement aussi sa source d'inspiration. À la fois elle l'accentue et elle l'adoucit. Tout à fait. Et il y a aussi donc cette référence évidemment à ce quartier du textile. Où effectivement c'est une trame qu'elle vient souligner, c'est comme un espèce d'échantillon, et donc elle est partie à la fois de la trame de son écharpe et des couleurs de son écharpe pour créer ce vêtement architectural. Et ce que vous disiez, c'est que je crois les riverains, le projet avait enthousiasmé le quartier, non? Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, donc elle a présenté ce projet, il fallait vérifier, mais à qui appartient cet immeuble? Ah oui, c'est ça. Il faut évidemment avoir une autorisation pour l'intervention. Et donc, il s'est avéré que c'était un propriétaire autrichien. Donc, il a fallu aller convaincre. Et en fait, il a été extrêmement réceptif, évidemment, au départ, très surpris. Et puis au final, il a été très convaincu par le projet de Claire Mauger et donc a accepté qu'on vienne installer cette œuvre. Il a fallu évidemment également obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Et puis ensuite, le projet a pu être déployé. Ça a été un projet qui a été assez long à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de monde à convaincre. Quand on est dans certains sites, oui. Des sites classés, évidemment, on a un certain nombre d'autorisations et donc il y a un nombre d'interlocuteurs extrêmement élevé. Autre signe que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est donc une œuvre de Patrice Hamel qui est dans le 10e arrondissement, sa réplique numéro 24. Ce sont donc des néons qui, associés à leurs reflets, forment un mot. Le mot moitié, qui finalement renvoie à ce qu'ils sont, puisque ce ne sont que des moitiés de néons, mais effectivement, grâce à leur reflet, on peut voir le mot dans son intégralité. Donc c'est une œuvre qui est installée au dernier étage d'un immeuble qui est désormais propriété privée. C'est une œuvre assez poétique aussi, qu'on voit depuis le métro, depuis la ligne aérienne 2, et moi je sais que je l'emprunte régulièrement d'ouest en est, et que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, et puis tout à coup elle apparaît, et puis pareil, ça crée ce fameux écart, ce moment de poésie dans un quotidien. Donc je trouve que c'est une œuvre assez intéressante de ce point de vue-là. Un petit mot peut-être aussi de street art, puisque dans la ville, il y a aussi des expressions spontanées. Le street art aujourd'hui s'institutionnalise également, et on a aussi donc de plus en plus, et notamment dans le 13e arrondissement, le maire est très ouvert à ce que le street art puisse s'exprimer, et donc permet à des artistes de street art de s'exprimer sur de grands murs d'immeubles. Donc là, une œuvre donc de Aubé dans le 13e arrondissement, boulevard Jeanne d'Arc.
peut-être dire quelques mots du tramway quand même. Alors, un peu, parce que c'est vrai que dans l'historique de l'art dans la ville, il y a un avant et un après tramway qui inscrit, enfin je pense qu'avant moi on l'a dit, qui inscrit dans l'espace public une rencontre tout à fait efficace entre les artistes, les sites et le public. Alors oui, c'est l'occasion de parler un petit peu de méthode pour la mise en œuvre de ce type de projet. Alors évidemment, l'arrivée progressive du tramway, enfin en tout cas la réintroduction progressive du tramway à Paris, c'est pas seulement l'occasion d'avoir un nouveau mode de transport, c'est évidemment aussi l'occasion de requalifier des quartiers, enfin de faire vraiment évoluer des quartiers d'un grand nombre de points de vue, et donc il paraissait assez logique d'associer les artistes à cette grande opération. Qui est une opération d'aménagement de la ville, oui, du territoire et des quartiers entre eux, hein, je veux dire. Tout à fait. C'est pas seulement aussi pour régler la circulation. Hein. Exactement. Ouais. Et l'idée, c'est aussi de faire un peu plus suture avec la banlieue. Oui, essayer de se faire passer le périph', toujours. Exactement. Exactement. Alors sur la méthode, donc au départ, un directeur artistique a été choisi pour mener ce grand projet. Donc c'est Christian Bernard qui est donc le fondateur et le directeur du Musée d'art contemporain de Genève. Il a commencé par faire un diagnostic, évidemment par dialoguer avec les architectes et les urbanistes chargés du projet, mais aussi à dialoguer avec des sociologues, des historiens, pour bien comprendre le contexte de tous les sites traversés. Il a aussi donc commencé par identifier un certain nombre de sites sur lesquels des artistes étaient susceptibles d'intervenir. Il a défini un petit peu les orientations de sa démarche, à la fois d'être dans une démarche pragmatique, de ne pas être dans une logique d'autorité de l'art, et donc d'essayer aussi au maximum de faire en sorte que les œuvres aient une valeur d'usage et s'intègrent pleinement à la fois aux usages du tramway, mais aussi de la ville, par exemple par la réalisation d'une station complète, par la réalisation d'une trémie et autres. Et puis aussi dans ce... Il y a un lien souvent assez permanent entre l'objet tram et l'œuvre artistique. Exactement. C'est pas mis n'importe où, n'importe comment. Hein. Il y a un vrai dialogue avec le site. Ouais. Et donc, dernier grand axe qu'il s'était fixé, c'est de justement proposer aux passants des moments de pause aussi à travers les œuvres d'art, des moments de flânerie, des moments d'arrêt. Alors, une fois donc ce diagnostic et ces orientations posées, il a proposé une liste d'artistes qui ont eu donc chacun à travailler autour d'un site pressenti, qui ont donc chacun proposé un projet, parfois 2 projets. Une étude de faisabilité technique et financière a ensuite été faite pour savoir effectivement est-ce que le projet est faisable, est-ce que à la fois dans son coût et dans ses termes techniques, il est réalisable. Il y a eu ensuite donc toute la phase de dialogue, à la fois avec les élus. Et ça, le STIF s'en mêle, la RATP, etc. Sur un certain nombre de projets, oui. Le conducteur du tram, enfin, ou presque. Oui. Presque, effectivement, oui. Mais il y a, dans ce genre de projet, il y a un nombre d'interlocuteurs extrêmement important. Donc c'est aussi ce qui explique que ce soit des processus assez longs. Et puis c'est une opération donc pleinement intégrée à une opération donc de grande ampleur, et où il faut effectivement coordonner la partie tramway, la partie réaménagement des espaces et la partie implantation d'œuvres d'art. Donc c'est un processus avec un très grand dialogue. Donc à partir de là, il y a eu une sélection de projets, puisque donc il a fallu aussi renoncer à des projets. Tous les projets n'ont pas pu être réalisés. Et puis ensuite la phase évidemment de production, avec, vu l'ampleur du projet, l'appui de 2 producteurs, l'agence Eva Albaran et l'agence Arter, qui sont venus donc aider à cette production. Alors, je vais peut-être donner quelques exemples. Oui, et puis ensuite, il faut les installer, et puis ensuite, il faut que ça marche, et puis ensuite, il faut les entretenir, et voilà. Et... C'est pas fini. C'est pas fini. Je vais peut-être commencer par justement un projet qui n'a pas pu être retenu. Oui.
pour montrer aussi que voilà, l'art dans l'espace public, c'est aussi voilà, des renoncements, des choses qui ne peuvent pas se faire. Un projet de Vincent Lamouroux. Christian Bernard lui avait demandé de travailler sur le belvédère et sur le point de vue. Et donc, il avait imaginé justement d'installer cette espèce de grand 8 sur le pont de Patay qui permettait justement d'avoir de nouveaux points de vue sur à la fois la Seine, Paris, les communes limitrophes. Alors malheureusement, ce projet n'a pas pu être mis en œuvre pour des raisons techniques, tout simplement parce que le pont n'était pas capable de supporter la structure. Et donc il a fallu y renoncer. Alors, des projets maintenant qui ont été réalisés. Alors, je ne vais pas tous les citer, puisqu'au total, il y a une petite vingtaine de projets. Alors, pas tous sous forme d'œuvres dans l'espace public. Il y a eu aussi un projet sonore, la sonorisation des rames par Rodolphe Burger. Il y a un projet littéraire aussi de Cadio et Alferi qui ont créé des textes qui sont apposés dans toutes les stations du tramway, que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas vus, parce que c'est des textes extrêmement intéressants autour de Paris. Ils ont pioché aussi dans la littérature pour concevoir ces textes. 2 projets de médiation dans un lycée d'une part et à Saint-Blaise d'autre part. Et puis ensuite donc des installations d'œuvres dans l'espace public. Alors celle de Didier Marcel, qui s'appelle donc Les rochers dans le ciel. Ce sont en fait des rochers qu'il a trouvés dans une carrière et qu'il a moulés en silicone pour les hisser sur des mâts de 7 mètres. Pour cette œuvre, il s'est inspiré à un moment donné où il était en voiture des nuages bas. Il s'est dit que finalement, dans un tramway ou dans un train, souvent on regarde passer les nuages. Et il a voulu donc créer cette espèce d'artefacts de nuages sous forme de rochers. Alors on peut peut-être aussi penser à Magritte avec ses rochers. Et puis évidemment, il y a un dialogue aussi avec la fumée de l'usine d'incinération qui est voisine et qui produit aussi des nuages. Et donc là, on est sur la Patte d'Oie au bout de l'avenue de France, un quartier qui va beaucoup évoluer. Qui ne cesse pas d'évoluer, depuis 25 ans. Ça va continuer. Autre projet d'une artiste américaine, Nancy Robbins. La dimension beaucoup plus sculpturale et assez spectaculaire. Donc elle a créé un espèce de bouquet de canoës, de barques. Donc finalement, elle détourne aussi l'usage de certains éléments. Là, on est à proximité de la Seine, donc effectivement, ces barques peuvent renvoyer directement à la Seine. Alors, on n'est pas directement sur le trajet du tramway, puisque l'œuvre au départ devait être installée sur l'avenue de France. Et en fait, la dalle, pareil, n'était pas capable de supporter cette œuvre, et donc il a fallu la déplacer. Donc elle est sur l'esplanade Vidal-Naquet, donc très proche du tramway, mais effectivement pas directement visible depuis le tramway. Elle est là depuis combien de temps ? Elle a été installée mi-2013. Oui, d'accord, elle est récente. Alors dans le 19e, cette fois-ci, porte de Pantin, on est donc sous un ouvrage d'art, sous un pont. Et donc Peter Kogler a installé son œuvre qui s'appelle Les fourmis. Donc c'est un écran, un espèce de tapis jaune sur lequel circulent des fourmis et qui finissent par se transformer en map-monde. Alors j'ai pu constater, je ne sais pas si c'est régulier, mais qu'il y a souvent des bouchons à cet endroit. Et alors je me dis que les automobilistes dans leur voiture, finalement, ces fourmis qui défilent, ils doivent pouvoir s'y identifier. Et en même temps, grâce à ces map-mondes, il y a une espèce d'ouverture sur finalement rien n'est perdu. Le monde est ouvert. Donc voilà, c'est aussi un espèce de signe dans la ville qui est... Voilà, Paris n'est pas tout à fait un musée, hein ? Et il y a des cartels. Une œuvre également Porte de Pantin. Les portes sont très gâtées. Hein ? Oui, mais le tramway, c'est parce que le tramway passe bien sûr, à ces endroits-là. On fait le tour. Exactement. Autre œuvre à valeur d'usage, La grille de Pascal Pinault.
Pascal Pinault a conçu donc la grille du stade Jules Ladoumègue en y intégrant donc des éléments qu'il a prélevés dans l'espace public. Donc c'est une très belle grille avec différents éléments de ferronnerie trouvés dans Paris. Il y a également des assises à la fois à l'intérieur du stade mais aussi à l'extérieur. Et donc je sais que l'artiste a remarqué récemment que les assises qui sont à l'intérieur du stade servent à s'asseoir et les assises qui sont à l'extérieur en fait servent aux joggeurs à s'étirer. Donc des usages différents de ce qu'il avait conçu comme des assises. Et enfin une œuvre d'Anita Molinero qui a été donc chargée de concevoir une station complète, porte de la Villette. Donc elle a travaillé avec un architecte. Et alors elle a vraiment, dialogué avec le site. Alors c'est un site assez difficile. Elle s'est vraiment inspirée de l'architecture. Si vous êtes déjà passé là-bas et que vous vous êtes retourné sur l'architecture, vous pouvez voir une liaison et une correspondance assez évidente avec sa station. Alors pour sa station, elle a créé 9 abris en travaillant sur l'idée du refuge. Donc ce sont des plaques de béton blanc assez imposantes. Certaines ont été basculées. Elle les a appelées les hommes debout et les hommes assis. Et puis elle a dans ces plaques incrusté un certain nombre d'éléments. Alors pareil, elle s'est inspirée elle s'est dit mais qui sont les passagers ici? Il y a à la fois des automobilistes, il y a des piétons, il y a aussi des pigeons. Et donc elle a à la fois incrusté des pneus qui servent d'assises, elle a incrusté des traces de pas, elle a incrusté des pattes de pigeons. Et puis elle a aussi installé dans sa sculpture, elle travaille beaucoup sur des matériaux industriels et elle a incrusté des feux de voiture en référence aussi aux feux de la ville. Est-ce que vous pensez que ce sont des œuvres qui mériteraient davantage d'explications auprès du public? Ou est-ce que... Voilà. Je ne sais pas ce que Christian Ruby en pense aussi. Alors, évidemment, ça évoque les questions de réception, puisqu'évidemment, on peut aussi très bien s'interroger, se poser des questions, mais on peut aussi avoir envie d'aller plus loin. Et parfois, c'est effectivement important et extrêmement intéressant d'avoir le contexte d'une œuvre et comment... d'où l'idée est venue. Nous, on entend la chance qu'on a en vous écoutant, si vous voulez. Donc, on se dit, pourquoi pas les autres? Exactement. Et justement, donc, en termes de médiation, je vais peut-être prendre l'exemple de l'œuvre de Marc Handfors. On s'était dit, donc, cette œuvre est installée porte de Bagnolet. Vous la connaissez peut-être, c'est une œuvre qui là, pour le coup, affirme vraiment sa présence, à la fois par sa couleur, par sa forme. Et son envol. Exactement. Donc, c'est comme une espèce de paille tordue qui forme une étoile et puis qui ensuite éclate en 5 branches. L'œuvre s'appelle Twisted Lamppost Star, donc ce réverbère tordu. Et donc, on s'était dit, donc, en plus, l'œuvre a pu être installée assez tôt. Et donc on s'était dit avant même l'inauguration, c'est important peut-être justement d'organiser une rencontre avec les habitants du quartier pour justement leur faire rencontrer l'artiste, qui puisse un petit peu expliquer sa démarche et qu'on puisse un petit peu aller plus loin pour essayer de comprendre ses intentions. Et donc une rencontre a été organisée dans un café à côté de l'œuvre. Et donc Marc Handfors a pu expliquer que voilà, il s'était rendu porte de Bagnolet pour essayer de sentir un petit peu ce site et que donc il avait senti très fortement tous ces flux qui arrivent sur ce rond-point. Donc il y a 5 rues qui arrivaient à cet endroit, d'où les 5 branches du dessus du lampadaire. Il y a le périphérique qui passe à proximité, donc il a vraiment senti toute cette espèce d'énergie qu'il a voulu à la fois ancrer dans le sol et puis en même temps faire sentir à travers la forme du lampadaire. Il a expliqué également que sur la couleur, il y a le square Séverin juste à côté, il était allé s'y promener. Comment ? Séverine, pardon, excusez-moi. Oh là là. Oh là là.
Merci. Et donc, il y avait des parterres de fleurs de cette couleur rose fuchsia, et donc il s'est tout simplement inspiré de ce parterre de fleurs qui était à côté. Et donc la rencontre, évidemment, a pu être assez intéressante pour expliquer tout ça. Il y a eu tout un débat sur le nom de l'œuvre, puisque donc les habitants avaient évidemment envie... ils se disaient que ce nom allait être un petit peu compliqué, est-ce qu'ils pouvaient le renommer avec lui, et donc il leur a dit qu'évidemment ils étaient libres ensuite de le renommer comme ils le souhaitaient, et qu'il y avait peut-être un nom qui allait surgir ensuite. Donc c'était une réunion assez intéressante pour justement pouvoir expliquer tout ça. En termes de médiation, pour aller plus loin, on organise également, via l'association des Dalles, des promenades du tram. Alors le parcours est trop long pour faire tout en une seule promenade, donc il y a 2 promenades qui sont organisées, l'une plutôt côté sud et l'autre plutôt côté, et vous faites ça régulièrement? Côté nord, à peu près 2 à 3 fois par mois. Alors je ne savais pas que Christian Ruby allait parler de Clara, mais donc je vais pouvoir lui répondre sur la question de l'œuvre perdue et retrouvée dans un hangar, qui n'est pas tout à fait ça. Peut-être parler de cette œuvre pour justement parler de ces questions d'entretien, de conservation, oui, de rapport au temps de l'œuvre. Bien sûr. Puisqu'on a vu que donc il y a un temps extrêmement important avant l'installation, de gestation, mais il y a aussi le temps d'après, qui est très important et qui parfois est assez imprévisible. Alors, ce sont des œuvres d'extérieur, il y a aussi le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait, les intempéries, des animaux, on en a parlé tout à l'heure, l'action de l'homme et pas forcément seulement le vandalisme. J'ai cité l'œuvre de Jan Dibetz tout à l'heure. Ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'en termes de voirie, il se passe beaucoup de choses à Paris. Des pavés qui sont refaits, des rues qui sont refaites, et du coup on sait très bien que certains médaillons, et non pas parce qu'elles ont été vandalisées, mais tout simplement parce que la ville s'est transformée et que la personne qui s'en est occupée n'avait pas conscience de cette œuvre-là, que certains médaillons ont pu disparaître. Alors effectivement, après on peut en remettre, mais on va retrouver ça chez les antiquaires, hein, non? Sur sa cheminée. Donc ces questions d'entretien peuvent être aussi assez difficiles. Ça nécessite c'est votre département qui s'en charge? Non, c'est un autre département qui s'appelle la conservation des œuvres d'art civil et religieuses qui s'en occupe, qui prend le relais une fois qu'on les a installées, une fois qu'on a fait de la médiation, qui prend le relais pour les conserver et les entretenir. Alors, cette œuvre? Alors oui, perdue ou retrouvée? Pas perdue. Exactement, justement. Exactement. Et elle a été réinstallée aux Tuileries ensuite. Donc c'est une œuvre de Richard Serra, Clara. Une œuvre très lourde. Qui avait occupé la nef du Grand Palais, hein, c'est ça, une année? Il a effectivement fait Monumenta. Une année, c'est l'année justement où elle a été réinstallée aux Tuileries. Donc la difficulté de cette œuvre, c'est qu'elle avait effectivement été extrêmement vandalisée quand elle était installée dans le parc de Choisy. Énormément de tags, énormément de traces, et du coup elle a été désinstallée. Alors elle n'a jamais été perdue, elle a été simplement stockée dans des réserves. Et donc notre objectif évidemment, c'est de lui trouver un nouveau lieu d'accueil, ce qui n'est pas forcément évident. Puisque l'œuvre est assez monumentale, mais donc on espère trouver bientôt un nouveau lieu d'accueil pour cette œuvre, mais ça démontre aussi que donc une œuvre dans l'espace public, elle est en transition, quoi. Enfin, oui, elle a eu un premier passage malheureux. Voilà, et que aussi donc finalement son entretien et l'attention à cette œuvre, c'est l'affaire de tous. C'est évidemment au départ la responsabilité de l'artiste dans sa manière de concevoir une œuvre, c'est aussi la responsabilité des décideurs. On a parfois renoncé à l'installation d'œuvres parce qu'on savait qu'elles allaient être trop fragiles dans l'espace public et trop exposées à des dégradations. Et puis c'est aussi après, je crois, l'affaire de chacun, c'est ce que disait Christian Ruby, et c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à développer, à avoir des sentinelles, à ce que chacun puisse se sentir impliqué là-dedans et puisse effectivement prêter. On disait que c'était un travail militant quand même, un acte militant ce que vous faites.
Oui, parce que c'est un vrai engagement, puisque vous avez vu que tout ça, c'est du temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de convictions vis-à-vis d'un nombre important d'interlocuteurs. Savoir aussi gérer parfois des réactions, Christian Ruby en parlait, qui peuvent parfois être assez virulentes. Donc c'est effectivement quelque chose de très, très engagé. Oui. Et avec peu de soutien de la part des médias. Hein? Oui. Ça, c'est un point sur lequel on est un peu triste, puisqu'effectivement, par exemple, sur justement cet accompagnement artistique du tramway, alors il y a eu évidemment un certain nombre d'articles dans la presse, mais on s'aperçoit que finalement, ces œuvres, alors qu'elles sont à portée de tous, et qu'il serait effectivement important qu'elles soient connues, diffusées, le sont peut-être insuffisamment. La presse ne fait pas toujours son travail. Je pense que nous allons vous applaudir et vous remercier. Et